Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Nous sommes à Bruxelles aujourd'hui, c'était le grand jour. Aujourd'hui, comme annoncé, c'était la conférence de presse de M. Félix Tshisekedi, qui est aussi chargé des relations extérieures de l'UDPS. C'était aujourd'hui. Félix, comme vous le savez, c'est aussi le fils de Tshisekedi Wamolomba, président Tshisekedi Wamolomba. Et nous étions là. On est au plateau, nous sommes là avec Olivier Kayomo, candidat aux dernières élections ici en Belgique, membre du parti FDF, qui sera vraiment probablement au pouvoir à Bruxelles et à Wallonie, je crois. Nous sommes avec Olivier Kayomo, qui est aussi analyste des questions des politiques du Congo. Il est avec nous et nous allons parler avec lui. Olivier, que vous appelez Olivier surnommé les Lions. Bonjour Olivier Kayomo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour aux téléspectateurs. Vous venez de suivre Félix Tshisekedi. Nous étions là, le micro du Pasteur Bobo était là. Le micro du Pasteur Bobo, nous avons posé la question à Félix Tshisekedi. De plus en plus, notre question était simple, de plus en plus, Kabila est sous pression pour ne pas briguer le troisième mandat. La communauté internationale fait pression. Pas des modifications des constitutions, on ne peut pas modifier l'article 220. Et nous avons posé la question à Félix Tshisekedi. Vous l'avez suivi. Est-ce que Félix Tshisekedi serait candidat aux élections 2016? Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Merci Pasteur Bobo pour la question. Pour pouvoir répondre à ça, je dirais, je commencerai par une autre question. Est-ce qu'à mon avis, Félix Tshisekedi peut être candidat? Parce que serait candidat, je pense que nous l'avons suivi. Il nous a dit que jusque-là, le candidat, c'est son père, Étienne Tshisekedi. Mais est-ce que lui peut être candidat? Je pense que oui. Je pense qu'il peut être candidat. Mais il y a un mais. Les mais, c'est que justement, il ne s'est pas prononcé. Est-ce qu'il se prononcera? Toute la question est peut-être pour nous, analystes, de pouvoir le pousser à aller vers cette candidature. Et aller vers cette candidature en ayant naturellement la bénédiction de son père. Ça peut être aussi... Est-ce qu'il est prêt? Ah, ça c'est une question que lui seul doit répondre. Nous sommes analystes, nous pensons que le Congo vit et le Congo tourne, les jours passent et que 2016 approche. Vous l'avez dit dans votre introduction, tout le monde voudrait que M. Kabila ne brigue pas un troisième mandat. C'est-à-dire que le deuxième mandat arrive à la fin en 2016. Il me semble que ça serait intéressant que des personnalités de gabarit, du style de Tshisekedi fils, pouvoir se prononcer et peut-être essayer de chercher à avoir la bénédiction du Père pour aller dans la bataille. Ça permettra à ce que les gens ou les autres suivent. Est-ce que Tshisekedi est dauphin? Très très bonne question. La réponse à cette question, Tshisekedi a un fils qui s'appelle Félix. Est-ce que le fils est dauphin? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Il faudrait que l'UDPS ou que le fils lui-même aille dans cette logique-là et qu'il s'affirme. Merci beaucoup Olivier. Suivons ensemble la conférence de presse et après, on va se retrouver en parler. Merci. Merci. nakoluka yo butu pemo lamusa elikya ya mitema ya bato biso tobelemi koluka yo
nakobenga kayo oya kosungai nga nakokiri susu te nalelie Mesdames et messieurs de la presse, après un séjour de 2 mois en République démocratique du Congo, nous pensons qu'il est utile de dresser un tableau de la situation politique et sociale de ce pays en ce moment où de nombreux défis se dressent sur son chemin et dans le but de sensibiliser nos partenaires traditionnels qui se sont engagés à nos côtés depuis la signature de l'accord global et inclusif de Pretoria en 2003, en vue de raviver le processus politique et démocratique actuellement chancelant pour placer définitivement la RD Congo sur de bons rails en l'inscrivant dans la stabilité et l'alternance politique. L'instant choisi n'est pas fortuit, vous vous en doutez bien, car en effet, le pays se trouve à un tournant important de son histoire. C'est pourquoi nous tenons, par ce truchement, à affirmer notre détermination à ne pas rater cette occasion de rompre définitivement avec nos vieux démons de la dictature, de la guerre, de la pauvreté et des autres fléaux nuisibles pour l'établissement des institutions devant garantir le fonctionnement d'un État de droit. Cet entretien que nous vous proposons se développera autour de 3 axes qui sont l'état des lieux de la situation politique et sociale, le calendrier électoral présenté par l'abbé Malou Malou et la position de l'UDPS. Le point 1, qui concerne donc l'état des lieux de la situation politique et sociale. Depuis le 28 novembre 2011, date du déroulement des dernières élections en République démocratique du Congo, la situation de notre pays demeure dans l'impasse. Pour rappel, ces élections tant décriées par tous les observateurs pour leur organisation catastrophique et leurs résultats non crédibles ont été en réalité l'occasion pour notre peuple de désavouer le régime Kabila et d'exprimer le désir de voir son destin être pris en main par un leadership responsable. Aucun chef d'État d'un pays démocratique n'avait daigné participer à la prestation de serment de M. Joseph Kabila. Ce dernier gouverne désormais par défi, s'imposant aux Congolais en pratiquant la terreur. Lorsqu'on ajoute à cela une situation sociale de plus en plus précaire, sujette à une corruption endémique et impossible à juguler car provenant du sommet de l'État, nous avons là les ingrédients d'une explosion populaire annoncée, dont l'étincelle sera allumée par la déclaration bientôt de révision constitutionnelle conformément à l'article 218 de la loi fondamentale. Le phénomène dit des refoulés de Brazzaville a favorisé le retour d'éléments incontrôlés de l'ancienne milice du maréchal Mobutu, défaite à l'entrée de l'AFDL en 1997, et des jeunes désœuvrés, communément appelés Koulouna, qui voient là l'occasion de retourner incognito au pays, ce qui risquerait d'aggraver l'insécurité. La croissance tant vantée par le gouvernement n'est que le résultat des transactions dans le secteur minier, dont la manne échappe d'ailleurs en grande partie, 25 milliards par an selon le rapport du patron des patrons, M. Youma, patron de la FEC. Donc la manne échappe en grande partie au budget de l'État, confirmant ainsi le statut d'économie d'enclave qu'il constitue. Les vraies questions à poser sont: combien d'emplois a-t-on créé? Le pouvoir d'achat s'est-il amélioré? Quel est le bilan de l'éducation et de la santé, de la sécurité et de la démocratie? Au point 2, nous avons le calendrier électoral. En date du 26 mai dernier,
un calendrier pour la tenue d'élections locales, urbaines et municipales a été présenté à l'opinion tant nationale qu'internationale par M. l'abbé Apollinaire Malou-Malou. La première particularité de ce calendrier est qu'il correspond exactement, il répond strictement aux recommandations dictées par Joseph Kabila du haut de la tribune du Palais du Peuple à la fin des concertations qu'il avait organisées en septembre 2013. En effet, l'abbé Malou-Malou a proposé, exactement comme l'a voulu Joseph Kabila, d'entamer le processus par les élections locales au suffrage indirect, alors que le mandat des sénateurs, députés provinciaux et gouverneurs est arrivé à échéance depuis mars 2012 et consacre en fait leur illégitimité. Donc il y avait plus urgence à organiser plutôt ces élections-là que les autres. La seconde particularité est le fait que le coût exorbitant de ce scrutin, au contour encore flou, parce que le nombre de circonscriptions ne sont pas définis, pas exactement. On parle de un peu plus de 6500 circonscriptions, alors que pour les élections qu'on a organisées jusqu'à présent, il n'y a que 169 circonscriptions. Donc vous voyez le travail colossal qu'il y a. On parle de groupements litigieux, parce qu'il y a eu, tout au fil du temps de l'histoire, il y a eu, sous le règne de Mobutu, des groupements qui ont été créés, puis ensuite qui ont été défaits par l'AFDL, et puis les guerres qui sont venues diviser le pays ont vu les belligérants imposer d'autres groupements, etc. Donc il y a encore énormément de litiges. Les tribunaux de paix sont inexistants dans ces groupements, parce que ces groupements, selon la loi, devront, en cas de recours, aller saisir les tribunaux de paix qui n'existent pas encore. Donc il y a tout ce travail à faire. Et tout cela ne fait pas reculer le président de la CENI, qui pourtant, en proposant le suffrage indirect selon la volonté de Kabila, manifestait le souci de faire des économies. La troisième particularité est l'absence d'un calendrier global, exigé d'ailleurs par les représentants spéciaux venus effectuer une visite d'évaluation à Kinshasa, ce qui laisse supposer que rien n'est prévu dans le programme de la CENI pour parachever le processus électoral dans le respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire avant septembre 2016. De ceux qui précèdent, nous pouvons aisément comprendre que les raisons fallacieuses invoquées par le prêtre de la CENI sont destinées à pérenniser l'imposture qui date de novembre 2011. En effet, M. Malou-Malou est l'instrument par lequel le régime kabiliste tente de s'accrocher au pouvoir, ignorant toutes les règles de base des techniques de modification de la Constitution et méprisant tant l'exposé des motifs que le préambule de la loi fondamentale du 18 février 2006. Tout ce tripatouillage démontre à suffisance que l'UDPS et son président avaient eu raison d'exiger en 2005 le respect des prescrits de l'accord global et inclusif de Pretoria, sous peine de biaiser le processus politique en République démocratique du Congo, car les circonstances dans lesquelles s'est déroulé celui-ci, le processus politique donc, était de mauvais augure. Élection frauduleuse, donc je vous fais un petit rappel, élection frauduleuse déjà en 2005, avec à la manœuvre l'abbé Malou-Malou, révision constitutionnelle en un temps record en janvier 2011, fraude électorale à très grande échelle en novembre 2011, nouvelle chambre basse évoluant aux côtés d'une chambre haute au mandat dépassé, calendrier inadéquat, fichier électoral jamais audité, serveur central introuvable et tutti quanti. Tant de malversations politiques qui cantonnent ce grand et beau pays au rang de parents pauvres de la démocratie, aux grandes dames de sa population, mais à la grande satisfaction de ses prédateurs. La position de l'UDPS, c'est le point 3. Devant cette chronique d'une catastrophe annoncée, l'UDPS tient à tirer la sonnette d'alarme, comme déjà nous l'avions fait en 2005, à la fin de la transition dite du 1+4, pour sensibiliser la communauté internationale.
sur son implication dans ce processus qui coûte quand même, disons-le, plus d'1 milliard par an. C'est le budget de la MONUSCO. Les propositions suivantes sont de l'ordre du possible et permettront de baliser le chemin vers des élections apaisées et qui sonneront le départ d'un État de droit et la garantie d'une alternance démocratique. L'UDPS suggère donc 1. Le respect des prescrits tant de la Constitution que de l'accord cadre d'Addis Abeba. 2. Le règlement du contentieux électoral de 2011 par le départ de Joseph Kabila, ce que nous appelons communément l'impérium, le rétablissement de la vérité des urnes, afin de rassurer les électeurs quant à la poursuite d'un processus démocratique crédible. 3. Un calendrier complet détaillant les dates de tous les scrutins. 4. Un audit du fichier électoral et la localisation du serveur central. 5. La désignation d'une personnalité crédible et incontestée à la tête de la CENI. 6. Un consensus sur la poursuite apaisée du processus politique par la tenue d'un dialogue conformément aux recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et enfin, en point 7, la libération des prisonniers politiques, M. Eugène Diomi notamment, M. Bruno Kabachi, secrétaire fédéral de l'UDPS Mbujimaï, M. Fernando Coutinho, emprisonné dans un hôpital, et le respect des libertés, parce que là aussi il faut souligner, depuis la fin de la campagne électorale en 2011, plus aucun meeting politique ou manifestation politique publique n'a été autorisé, et ce, au mépris total de la loi. L'UDPS tient donc à remercier les Nations Unies, par son secrétaire général, M. Ban Ki-moon, le président des États-Unis, M. Barack Obama, l'Union européenne par son président, M. Herman Van Rompuy, et l'Union africaine par sa présidente, Mme Nkosazana Zuma, pour leur implication dans la résolution de la crise qui frappe notre pays, par la désignation des envoyés spéciaux qui ont montré leur détermination à accompagner les Congolais vers la recherche de solutions devant conduire leur pays à la stabilité politique. Permettez-nous de terminer cette intervention par une citation de Renan, écrivain, philosophe et historien français, qui a dit, je cite, « En Afrique, comme ailleurs, une constitution ne peut être viable que si elle repose sur un large consensus. Cette volonté de vivre et de travailler ensemble. On veut espérer qu'à l'aube du XXIe siècle, il n'est pas naïf de penser que les institutions démocratiques ne sont pas le pire des moyens pour y contribuer. Certes, il ne peut y avoir de démocratie sans démocrates. Mais sans l'apprentissage des mécanismes élémentaires de la démocratie, on voit mal comment pourrait naître une culture démocratique. » Fin de citation. Que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Marie-France Roux, La Libre Belgique. Vous avez dit en votre point 4 que vous demandiez l'audit du fichier électoral, ça c'est clair, mais que voulez-vous dire exactement par la localisation du serveur central? Oui, parce que depuis 2005, depuis la fin de la transition donc, du 1+4, nous n'avons jamais su où se trouve le serveur. À cette époque, on parlait de sa localisation à l'extérieur du Congo en tout cas. De toutes les manières, nous n'avons jamais reçu de réponse valable à ce sujet. Et les experts en informatique vous le diront, il faut absolument qu'on sache où se trouve le serveur pour le sécuriser et savoir qu'il n'y a pas
une deuxième tentative autre que l'officielle, la plus connue, d'y insérer des chiffres qui sont totalement farfelus. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir les réponses à ces questions. Bonjour d'abord. Baudouin Mbawechi, vous avez dit que vous proposez le départ de Joseph Kabila. Vous proposez à qui? Et qui doit le faire partir? Très bonne question, mais Joseph Kabila, à notre entendement, déjà, il n'est pas à sa place. Il n'a pas gagné les élections de 2011 et aujourd'hui, il est au centre d'une stratégie qui consiste à faire traîner les choses et qui consiste à le maintenir au pouvoir. Et nous disons que ce serait très dangereux à la fois pour la démocratie mais aussi pour la stabilité du pays que ce monsieur reste aux affaires. Étant donné qu'il n'a pas de légitimité, donc ce serait une des solutions au problème du Congo, c'est-à-dire son départ. Bonjour, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, Ramsès Ramazan et Radio Panique 154 FM ainsi que Matongue TV. Ma question est celle-ci. En 2006, l'UDPS n'a pas cru bon de participer aux élections. On a vu ce que cela donnait. En 2011, l'UDPS a participé par Monsieur le président lui-même, M. Tshisekedi. On a vu ce que ça donnait. On a dit que le résultat était tronqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire donc en 2016? D'autant plus que ce sera les mêmes organes que vous remettez en question. C'est à la CENI, avec les présidents, celui-ci ou un autre. Vous ne pensez pas que vous êtes dans un piège maintenant? Faut-il y aller? Ne faut-il pas y aller? Quelle est votre réponse à ce sujet? Ben, je suis tout à fait tranquille avec cette question. Je ne crois pas qu'il y ait un piège pour autant, parce que la communauté internationale qui nous accompagne dans ce processus et qui est quelque part un peu, j'allais dire, co-auteur de ce qui se passe, de ce que ce processus doit être crédible, nous a quand même donné des assurances, cette fois-ci encore plus que les fois dernières, des assurances qui laissent augurer quand même de bonnes choses. Évidemment, ce ne sera pas un combat facile, parce que M. Joseph Kabila, et je vais le démontrer peut-être tout à l'heure, veut s'accrocher au pouvoir. Tout ce qu'il fait aujourd'hui en complicité avec l'abbé Malou Malou, c'est de pérenniser son règne. Et ça ne va pas se faire facilement. D'ailleurs, je crois que vous êtes au courant qu'il a lancé la procédure pour la révision de la Constitution. Mais c'est un combat de tous les jours. Et cette fois-ci, nous pensons que la communauté internationale est du côté du peuple congolais, parce qu'elle a émis de manière officielle d'ailleurs ses vœux de voir les choses se passer de manière transparente et en respect total de la Constitution. Donc c'est un combat. Nous n'avons pas peur de le mener. C'est pourquoi d'ailleurs, dans quelques semaines, je retourne au Congo avec les autres forces politiques et sociales. Nous nous sommes convenus d'entamer un mano à mano, si vous voulez, contre le régime de Kabila jusqu'à le faire partir. Ben, d'abord, à propos de mon mandat de député, je n'ai pas de compte à rendre à ce Parlement, qui est d'ailleurs rempli de plusieurs députés non élus. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu, rien que dans le propre camp de Kabila, 300 plaintes que les uns ont déposées contre les autres, donc entre eux. Donc c'est vous dire que c'est vraiment un ramassis de gens qui sont désignés par la seule volonté de leur chef de file et non pas par la volonté de notre peuple. C'est pourquoi j'avais refusé en son temps d'aller siéger à leur côté. Et depuis lors, évidemment, ils ont fait cette manœuvre, mais je ne me sens pas du tout sanctionné, parce que je continue à bénéficier du soutien de mon électorat et j'espère que j'aurai l'occasion de le prouver à la face du monde lorsque j'effectuerai très bientôt une descente à Mbuji-Mayi. En ce qui concerne M. Albert Moleka, il est toujours de l'UDPS, ça je vous l'informe d'emblée, mais il n'est plus au cabinet parce que tout simplement son temps est arrivé de quitter le cabinet. Je ne vois pas pourquoi je ferais plus de commentaires là-dessus.
il a, je crois, publié une lettre de démission et depuis, il n'est plus au cabinet du président de l'UDPS. Mais il reste membre de l'UDPS. Bonjour, Marco Batanga, Radio Archivo de Bruxelles. Tout au long de votre séjour à Kinshasa, on vous a vu pas mal de fois avec le leader de l'INC, Vital Kamerhe. Beaucoup aimeraient bien savoir de quoi est-ce qu'il est question par rapport à ce genre de copinage. Merci. Ce n'est pas du copinage. D'abord, pas mal de fois, ça m'étonne. On nous a vu une fois, lorsque nous avons lu une déclaration politique commune en réaction aux menaces à peine voilées de Joseph Kabila, qui avait sommé, ou tenté de sommer, parce que ça n'a pas été du tout suivi, le représentant spécial, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, c'est lui qui avait organisé la fameuse table ronde avec les partis politiques, et avait tenté de sommer de faire cesser cela, enfin, sommer d'arrêter ces tractations. Nous lui répondions, parce qu'il avait aussi insulté nos compatriotes, que nous appelons communément les combattants, en les comparant à des terroristes et en exigeant aux 4 pays que sont la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis de les expulser. Donc vous comprenez bien que c'est évidemment dans le but de les emprisonner ou de les torturer à leur retour à Kinshasa. Donc c'était une réaction par rapport à ça, par rapport aussi au contact que nous avions eu avec les envoyés spéciaux. Et comme tout cela s'est passé ensemble, nous avions été invités ensemble. Il était donc normal que nous réagissions ensemble pour expliquer à l'opinion les tenants et les aboutissants de ces rencontres, de ces discussions qui ont eu lieu avec les représentants spéciaux. Voilà. Mais je vous rassure tout de suite, enfin je précise plutôt tout de suite, il n'y a pas d'alliance politique ni de plateforme quelconque qui a été formée ou publiée. Micro du pasteur Bobo. Kabila est sous pression. La communauté internationale ne veut plus que Kabila brique le 3e mandat. Une question qui se pose dans la diaspora, ou partout au Congo, je crois, c'est est-ce que Félix Tshisekedi serait candidat présidentiel 2016? Dieu seul sait. Je crois que nous avons un excellent candidat qui a démontré en 2011 qu'il pouvait, sans moyens, sans accompagnement, sans coalition, j'allais dire, qu'il pouvait faire gagner le parti qui est l'UDPS. Donc, je crois qu'il n'y a aucune raison jusque-là de le changer. Nous avons le meilleur candidat qui soit à l'UDPS, en Étienne Tshisekedi, et je crois que jusque-là, si Dieu lui prête vie et santé, ce sera notre candidat en 2016. Le problème de Félix Tshisekedi se posera un jour, sûrement, parce qu'Étienne Tshisekedi n'est pas éternel, mais ce jour-là, revenez me poser la question et je vous répondrai. Les diplomates en disant, en gros, mais les bouts qui vous regardent, c'est qui est un discours qui, vu froidement, se justifie. On ne voit pas la raison pour laquelle les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU dit aux Congolais comment ils doivent ou non respecter leur constitution. Quand on est, comme vous, dans la bataille politique et qu'on se situe sur un plan nationaliste, comment réagit-on à cela? Est-ce que c'est nationaliste de faire, comme dit M. Kabila, dire aux étrangers ne vous en mêlez pas? Ou est-ce que c'est nationaliste de faire comme vous le sous-entendez? Quand vous dites Kabila doit partir, vous le dites à qui? À Kabila, il ne va pas vous écouter. Donc on suppose que vous le dites à la communauté internationale. Comment est-ce que vous vous situez entre ces deux pôles? Nous le disons à la communauté internationale et aussi au peuple. Nationaliste, peut-être pas, je dirais moi plutôt patriotique. Nous sommes patriotiques. Nous aimons notre patrie et pour elle, nous nous sacrifions depuis déjà des années. Joseph Kabila a usé de menaces, c'est ce qui est tout à fait normal parce que la communauté internationale n'a fait que dire une chose qui est tout à fait vraie. Et là, je ne crois pas que Madame
vous allez trouver que c'est de l'immiscion ou de l'ingérence. Lorsqu'on demande à quelqu'un de respecter la Constitution, parce que l'on sait comment d'abord il est en train de remplir ses mandats depuis 2006 et 2011, c'est-à-dire de manière totalement illégitime, c'est tout à fait normal. Ça n'arrivera jamais, vous n'entendrez jamais la communauté internationale tenir, par exemple, le même langage à M. Macky Sall, hein, ou un autre démocrate en Afrique. C'est une indication que M. Joseph Kabila n'est pas à sa place, que c'est un usurpateur, et qu'aux usurpateurs, on ne tient pas du tout un langage respectueux. Revenons à ce que vous appelez le droit ou l'ingérence dans les affaires du Congo. C'est quand même bizarre. Lorsque le Congo a été en difficulté, cette même communauté internationale s'est ingérée en formant une brigade spéciale d'intervention et qui a sauvé ce régime. À ce moment-là, où était passée cette souveraineté? Pourquoi est-ce que maintenant, lorsque on veut que ce Congo s'installe, parce que c'est cette communauté internationale qui a accompagné ce pays de la sortie de crise, lorsqu'on a été à Sun City et à Pretoria pour signer l'accord global et inclusif, tout allait bien parce que M. Kabila était en odeur de sainteté avec la communauté internationale. Et maintenant qu'on veut que cette stabilité continue, que l'alternance consacrée par la loi fondamentale du Congo soit respectée, et là, on qualifie ça d'ingérence. Non, je crois que c'est de la propagande, et comme j'ai dit ici, de l'intimidation, mal placée d'ailleurs, parce que ça n'a fait peur à personne. Le Congo va continuer, et il va continuer sans Kabila. De voiceofcongo.net, de l'émission Afroflamme. Ma question aujourd'hui est celle-ci, qu'on se pose ici à la diaspora. Vous avez passé une alliance avec Vital Kamerhe. Je vais poser cette question parce que on me l'a demandé à moi, donc je suis là pour... Oui, merci. Donc vous avez passé une alliance, apparemment vous avez passé une alliance, fait une alliance avec Vital Kamerhe. On aimerait savoir de quoi il s'agit et aussi si vous pouvez nous dire si vous allez succéder votre père en dehors du concret. Merci. Bon, je crois que je vais répéter encore que il n'y a pas qu'avec l'UNC d'ailleurs qu'on a fait cette déclaration politique. C'est une déclaration qui a été signée par plus de 100 formations politiques et sociales, parce qu'il y a la société civile qui est avec nous. Et si vous lisez le texte de cette déclaration, vous verrez que c'est le résultat d'un consensus. Par exemple, à l'endroit où on parle de retirer nos délégués à la CENI, l'UDPS, comme vous le savez, n'a pas délégué des gens à la CENI. Et donc, c'était, je vais dire, la partie qui concernait l'UNC et la société civile. La plainte contre l'abbé Malou Malou, c'est une initiative de la société civile parce qu'elle s'estime lésée par cet homme qui ne représente personne dans la société civile. D'ailleurs, il s'est inscrit comme indépendant. Donc, c'est vous dire que même sa corporation, l'Église catholique, ne l'y a pas envoyé. Donc, ils vont porter plainte contre lui. Et si vous lisez l'intitulé de la déclaration politique, vous verrez qu'on parle de déclaration des forces vives, des forces politiques et sociales. Vous ne verrez pas le terme opposition dans tout le texte. Ça, c'est ce que l'UDPS avait demandé parce que nous ne nous considérons pas comme des opposants à Kabila. Nous avons battu Kabila en 2011 et nous demandons simplement qu'il quitte le pouvoir. Voilà. Donc, c'est vous dire que c'est un texte consensuel qui fait que représenter, qui reprend un peu tous les desiderata de ces rédacteurs parce qu'il fallait qu'à un moment donné, moment crucial d'ailleurs, parce que la communauté internationale, par ses envoyés spéciaux, avait rencontré toutes ces forces. Il fallait qu'on dise nos impressions et qu'on réponde à Joseph Kabila et à ses intimidations. Voilà. Donc il n'y a pas d'alliance du tout, je le répète. C'est simplement une circonstance qui a fait qu'il fallait qu'on exprime au même moment notre position. Alors quant à savoir ce qu'il adviendrait de la situation du président Etienne Tshisekedi après,
ben, c'est le congrès de l'UDPS qui y répondra. D'abord, il faudrait que je commence par me prononcer pour cette candidature. Qui vous dit que je suis candidat à la succession d'Étienne Tshisekedi? Je ne l'ai même pas encore dit qu'on me braque déjà les projecteurs en disant que c'est moi. Et Étienne Tshisekedi ne l'a pas dit. Pour peu qu'on le connaisse en tout cas, c'est un homme qui est très attaché au respect des textes. Et les textes à l'UDPS disent que le successeur, ou la présidence en tout cas, le président plutôt, il est choisi par un congrès. Et ce sera comme ça. Ça ne changera pas. Olivier Kayogo, qu'en pensez-vous par rapport à la conférence que vous venez de suivre? Écoutez, Pasteur Bobo, par rapport à la conférence de M. Félix Tshisekedi, d'abord je salue l'initiative. Je crois qu'il était temps que M. Tshisekedi, au nom du parti de l'UDPS, un de parti qui est, je dirais, la fille mère de l'opposition, donc très suivi et très écouté, qui a joué un rôle important dans l'histoire du Congo, je pense qu'il le jouera aussi. C'est très important que M. Félix Tshisekedi puisse se prononcer, parce que depuis un bon moment, on n'entend plus assez l'UDPS. Et que M. Tshisekedi, Félix lui-même, était là il y a quelques mois ou quelques années en Belgique. Il n'avait pas beaucoup communiqué, c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative, premièrement. Maintenant, ce que je suivis, je retiens les quelques propositions que lui-même a données. Il en a donné 7. Et dans ces 7 propositions, j'ai quand même certaines réticences. Quand j'analyse, j'ai l'impression que c'est quand même l'ancien discours. Il faudrait maintenant élever le débat. Nous sommes en 2014, nous tendons vers 2016. Il faut que les propositions de l'UDPS soient des propositions concrètes qui amènent, si vous voulez, à un programme des sociétés véritablement. Plutôt que ça soit des propositions anti-Kabila simplement. Quelles sont les questions qui vous ont marqué de plus par rapport à la conférence de presse? Il y a eu beaucoup de questions. Oui, mais déjà le fait qu'on lui demande, c'est vous de pouvoir savoir s'il allait se présenter ou pas, s'il était candidat. J'ai trouvé cette question assez pertinente et intéressante. Une autre question qui m'a beaucoup plus interpellé, c'est la question de savoir si M. Félix Tshisekedi considérait que Kabila, au fait, devrait quitter le pouvoir, ou bien c'est quand même un pouvoir, un président de fait avec qui on allait, entre guillemets, négocier pour changer et l'amener sur base de ce consensus à ne pas se présenter. Il y a eu une question dans ce sens-là et j'ai trouvé ça pertinent. La réponse, je ne sais pas si c'était pertinent, mais la question était pertinente. Quelles sont les qualités de Félix? Et je pense que M. Félix Tshisekedi a beaucoup de qualités, beaucoup de points positifs, notamment le fait qu'il est jeune. C'est une première des qualités. Il a presque le même âge, ou si vous voulez, la génération de Joseph Kabila. Je dirais aussi qu'il a le nom. Il s'appelle Tshisekedi. Et Tshisekedi au Congo, c'est un nom qui résonne. Et ça, c'est un point positif à lui de pouvoir capitaliser. Et je pense aussi que M. Tshisekedi, Félix, a un potentiel. Un potentiel, c'est-à-dire qu'il peut, déjà au sein de l'UDPS, par rapport au nom qu'il a, rassembler le plus large possible là, au niveau de l'UDPS, si nous parlons de la succession possible et éventuelle d'Étienne Tshisekedi. Je crois que lui peut rassembler beaucoup plus autour de lui. Et ça, c'est une qualité, c'est une force. Et quelles sont ses faiblesses? Alors, les faiblesses, je trouve que dans les propositions qu'il donne, il y a beaucoup trop de critiques sur les régimes Kabila. Nous pensons que les régimes Kabila, nous avons suffisamment entendu des points négatifs, et c'est vrai que c'est un régime qui a, quelque part, déjà, tout le monde le sait, échoué. Et donc, nous rappeler les critiques, ça ne nous aide pas assez de pouvoir espérer que l'UDPS va nous amener plus loin. Il me semble que l'UDPS, avec tous les cadres, avec tous les bagages et l'histoire que ces partis a, il est important aujourd'hui qu'on passe par des véritables propositions et un véritable programme de société pour les Congos. J'ai trouvé aussi que M. Félix Tshisekedi n'avait pas beaucoup d'assurance, pas assez de charisme, comparativement à son père, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait construire. Et je pense également que dans les points négatifs, il n'y a pas eu assez de bonnes questions sur la question congolaise, ce qui n'a pas donné, logiquement, des bonnes réponses. Il faut poser des bonnes questions et ramener ces discours à un discours renouvelé, à un discours véritablement qui va nous conduire vers 2016, plutôt qu'un discours du déjà entendu.
il peut faire plus que son père? Je crois qu'il peut faire plus, parce qu'il est jeune. Il a eu le temps de rester pendant longtemps son père. Son père, c'est un des grands pères de la nation congolaise. C'est un des premiers intellectuels congolais, premier universitaire en droit. C'est quelqu'un qui a traversé l'histoire du Congo. Et donc, je suppose qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il peut transmettre encore beaucoup plus. Et le fait que le fils est dans le parti, très engagé, c'est quelqu'un qui peut, en tant que fils d'abord, pas en tant que membre du parti, puiser, demander beaucoup plus de réponses, pour pouvoir les livrer à la suite à la population. Et je crois que ces rôles-là, Félix peut le jouer. C'est à lui aussi de pouvoir demander, par exemple, la bénédiction à son père, pour commencer à se préparer. Il a un nom, il a suffisamment d'atouts, c'est à lui de jouer et de pouvoir démontrer à la population congolaise que, après Étienne Tshisekedi, l'UDPS peut continuer, un autre Tshisekedi peut nous amener encore beaucoup plus loin. Je crois que la balle est véritablement dans son camp. Pour terminer, 2016 arrive. Félix doit se prononcer quand? Si on me posait la question à moi, je pense que Félix Tshisekedi devrait se prononcer avant la fin de l'année 2014. Pourquoi? Le Congo est très grand. Le Congo est très grand. C'est vrai qu'il a le nom du père, le nom de Tshisekedi, donc assez connu dans toute la République, mais il faut aussi prendre le temps d'aller à la rencontre de ces populations-là. Je pense que lui, il a l'énergie. Il me semble que peut-être le père va avoir beaucoup plus de difficultés à faire une campagne en 2016, qu'il nous a fait une campagne formidable en 2011, il nous a même surpris. Et donc là, il faudrait que Félix comprenne que la course à la candidature à l'élection présidentielle est comparable, selon moi, à la course au relais. Et pour passer les témoins, il ne faut pas rester sur place, il faut commencer à courir déjà pour que l'autre puisse vous céder le témoin. Et donc, ce passage au témoin est conditionné par un démarrage de la course, et c'est ce que je pense qu'il devrait faire. Ça serait intéressant de penser à le faire dès la fin de cette année, selon moi, évidemment. Merci, Olivier. Merci, Pasteur Rogo. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika Pasteur Bobo eza kitoko. Nga pe na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro ya Pasteur Bobo. Micro ya Pasteur Bobo, oye eza elengi sukali.